Cette vidéo vous est présentée par imaginearts.digital. Salut les Budokai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Foubert, un expert de Son Mudo, un art martial interne coréen. Merci Frédéric de me recevoir aujourd'hui. On est au Shaolin, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît. Oui, exact. Je me rappelle, il y a très longtemps, tu faisais taekwondo avec Michel Delanegra, qui était un des premiers médaillés, si je ne me trompe pas, au niveau mondial en taekwondo. Donc exact. Tu étais son assistant, etc. Et puis, depuis tant d'années, bon, alors raconte-moi un petit peu comment tout ça s'est passé. Eh bien, donc la passion du taekwondo n'est jamais partie. Et donc, ça m'a amené à faire des nombreux voyages en Corée. J'en suis à 60 stages en Corée. Et donc, j'y vais depuis le début des années 80. Et en voyageant en Corée pour le taekwondo, j'ai fini par rencontrer des maîtres qui étaient des moines zen bouddhistes coréens qui m'ont enseigné cette technique du Son Mudo, au départ pour l'aspect respiratoire de la technique, et puis j'ai découvert après toutes les autres facettes, avec la partie martiale, la partie en mouvement, la partie dynamique, et donc j'en ai conclu que c'était un art qui était vraiment très riche, très complet, et qui pouvait me donner des réponses à certains points qui étaient restés obscurs dans la pratique du taekwondo. Donc tu pratiques toujours taekwondo et Son Mudo tous les deux en parallèle ou croisés? Voilà, c'est ça. Il y a mon école à Escalquens et il n'y a pas de limite. Les gens peuvent traverser d'une discipline à l'autre. C'est ce que font pas mal de gens maintenant pour essayer justement de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent amener comme complément dans leur pratique martiale, notamment. J'ai pas mal de ceintures noires de taekwondo qui viennent de plus en plus. Je suis invité dans toute la France pour justement leur faire connaître cet aspect-là. Et pour moi, c'est transversal. Et au début, j'étais obligé de faire un petit peu deux cerveaux. Et en fait, maintenant, je me rends compte qu'il n'y a pas de limite entre les deux. C'est interactif. Et mon taekwondo enrichit mon Son Mudo et réciproquement. À travers la pratique, peux-tu nous expliquer un petit peu le Son Mudo pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, sans rentrer forcément dans les détails, mais pour que quelqu'un qui ne connaisse pas, donc c'est la partie interne, mais qu'est-ce que ça englobe ? Alors, c'est ce qu'on appelle un art global, c'est-à-dire que tu nourris ta pratique externe avec l'interne, donc tu te renforces, tu t'enrichis, tu nourris toutes tes zones énergétiques, toutes les zones de ton corps. Donc la partie du corps, d'ouverture du corps, c'est la partie yoga, avec des enchaînements de yoga au sol ou debout. Il y a les deux facettes. Ensuite, tu vas nourrir avec le Qigong, donc c'est la partie respiratoire qui là aussi peut être sur place ou en mouvement. Il y a deux formes de Qigong. Ensuite, il y a la partie Tai Chi, en mouvement doux et relâché, pour bien nourrir les articulations et prendre conscience de ses appuis, de la qualité du pied, etc., de l'harmonie entre le haut et le bas du corps. Et ensuite, il y a la partie martiale, qui s'est nourrie de tout ça au fur et à mesure que tu avances dans ta pratique, avec un geste martial qui va être donc plus stable, mieux maîtrisé, avec moins de tension, et donc moins de blessures à la longue. Oui, bien sûr. Voilà, c'était ça aussi mon idée au départ. C'est que quand j'ai connu le Son Mudo, j'étais jeune, mais j'étais déjà pas mal blessé par le combat de taekwondo. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, qu'il fallait que je trouve des solutions, et ils me les ont amenées. De pouvoir pratiquer très longtemps. Voilà, pratiquer longtemps, c'est ça, c'est ce qu'on veut, tous les profs, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens puissent se faire plaisir le plus longtemps possible, en adaptant au vieillissement du corps, mais grâce à une meilleure connaissance de soi, c'est ce qu'on va arriver à faire. Ce qui nous permet de faire attention au point d'accroche, au point de... Les petits bobos, hop, là on dit stop, on relève d'un cran, et puis on revient après dans le mouvement pour voir comment ça se passe. Cette meilleure conscience de soi, c'est ce qui permet d'être moins blessé, je crois. C'est très important, une bonne concentration, une connaissance de soi, et là on peut avancer dans une pratique qui va être adaptée à ce qu'on est. Tu es maître instructeur de Son Mudo et le seul en Europe pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc c'est toi qui on va dire, qui délègue le Son Mudo, il faut que ça passe par toi au niveau de la Corée. Voilà, j'ai reçu l'agrément de la Fédération mondiale coréenne qui m'a délégué comme mission de développer, en fait. Et donc, je travaille depuis très longtemps avec le grand maître fondateur. Et aujourd'hui, oui, je suis un des plus gradés et le plus gradé en Europe, mais ça arrive très vite derrière la nouvelle génération. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que bientôt, on va avoir pas mal de hauts gradés et ça va nous permettre encore un meilleur développement. On est parti de rien au niveau de la France, avec juste moi qui pratiquais tout seul dans mon coin. Aujourd'hui, il y a 20 clubs répartis sur tout le territoire national. Il y a des clubs en Belgique, il y a des clubs un peu partout, en Espagne. Et ça nous permet de continuer à grandir et surtout d'avoir une famille qui nous pousse un peu vers l'avant et qui nous permet de continuer à évoluer. On a un centre de formation
Donc on forme des instructeurs, c'est comme ça que ça s'est développé au départ. Et on continue un lien très fort avec la Corée, parce que c'est quand même eux qui nous ramènent la base de la pratique. Oui, bien sûr. Voilà. C'est comme vous vous rappelez, en fait, je suis parti avec Fred, c'était mon guide pour pouvoir aller en Corée et découvrir le Son Mudo. Sans lui, le documentaire avec le Son Mudo n'aurait jamais existé, donc c'est grâce à lui. Donc tu amènes régulièrement des élèves là-bas. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est aussi de joindre l'utile à l'agréable. C'est un pays qui est vraiment super, magnifique, très ouvert. Les gens sont adorables, ils ont un sens de l'hospitalité incroyable. Et donc, quand tu arrives là-bas, ils sont tellement heureux de nous accueillir que chaque fois, ça se passe très, très bien. Donc il y a des petits groupes ou des grands groupes, ça dépend des années, ça dépend de comment ça se passe dans l'organisation nationale. Et on va là-bas et je les emmène à la source de la pratique. D'ailleurs en taekwondo aussi, puisque j'ai mon vieux maître qui est toujours à Séoul. Donc là aussi on s'arrête de temps en temps, régulièrement. Et ça permet aux gens de voir un petit peu comment ça se passe et de pouvoir enrichir en comprenant les différences de mentalité entre les Occidentaux et les Asiatiques. Et de faire le lien, en fait, de faire le pont, parce qu'on a plus de points communs que de différences au final. Oui, en même temps, il faut cultiver ce qui nous rapproche et pas l'inverse. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherche à faire, plutôt que de chercher les différences, chercher les points communs, c'est ce qui nous réunit. Revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui t'a amené à la pratique ? Alors, la pratique martiale en général. Oui, la toute première fois que tu es monté sur un tatami. Sur un tatami. Eh bien, j'étais enfant, j'habitais dans ce qui était un petit village à l'époque qui s'appelle Tournefeuille. Et c'était vraiment un petit village à l'époque, hein. Il y avait une rue, simplement. Et moi, j'habitais en pleine campagne, à l'extérieur de cette rue du village. Je cherchais une activité pour canaliser mon énergie. Et j'avais beaucoup d'énergie quand j'étais petit. Et donc, il y avait un club de judo. Et j'ai commencé le judo avec un maître maintenant qui est décédé. Et parallèlement à ça, il y avait une école de danse qui était juste à côté de l'école de judo. Et je me suis intéressé aux deux. C'est-à-dire qu'en allant au judo, en passant devant l'école de danse, ça m'a interpellé. Et donc, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé les arts martiaux et la danse en parallèle, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et puis ensuite, j'ai basculé à l'adolescence vers l'athlétisme. Et je suis revenu ensuite à la boxe anglaise, sabre, iaido, la forme japonaise, traditionnelle, très dure école. Et ensuite, le taekwondo est arrivé à Toulouse. Et donc, avec le premier maître coréen qui s'est installé à Toulouse, j'ai commencé à pratiquer. Puis, j'ai suivi Michel Delanegra, dont tu as parlé tout à l'heure, qui nous a amené cette belle énergie dans cette pratique. Et puis j'ai continué et au final, naturellement, à l'âge de 25 ou 26 ans, je suis devenu enseignant parce que ça coulait de source, parce que toute ma vie était empreinte de ça. Mais dès le départ, en fait, ça a été une liaison dans le mouvement corporel, quoi. C'est ça. C'était cette idée du mouvement et du mouvement harmonieux. C'est ce que j'ai essayé de faire dans les arts martiaux au début. Et c'était aussi cette école de la danse qui m'a amené ça. Une dure école, puisque c'était de la danse classique. Donc, le niveau est très difficile, c'est très rigoureux. Et finalement, passer de la danse aux arts martiaux, ça m'a paru tellement naturel que ça s'est fait tout seul. Aujourd'hui, quel est, à ton sens, pas le plus bel accomplissement, mais quelle est la chose dont tu es le plus fier sur ton parcours aujourd'hui ? Alors, c'est la transmission. C'est la notion de transmission, de partage. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. C'est ce que j'ai aimé quand j'ai commencé à enseigner. C'était cette histoire de partage d'énergie ensemble, sans se poser de questions sur le niveau, sur la qualité, etc. C'était juste la notion de partage. Et à chaque fin de cours, je remercie mes élèves encore aujourd'hui, depuis le début, pour ce partage, pour ce temps passé ensemble et ces belles énergies partagées. J'ai pas d'autres objectifs ni d'autres ambitions que cette notion de partage. Ouais, mais c'est l'une des plus belles en même temps. Je crois qu'un enseignant, c'est ça. En fait, c'est l'idée de transmettre, de vivre ça avec des gens, de leur dire, voyez, moi j'aime ça et je suis content que vous aimiez aussi parce que ça va vous amener des belles choses. Et il n'y a pas plus loin que ça. Qu'est-ce que tu aimerais pour le futur du Son Mudo ? Eh bien, j'aimerais que ce qu'on a mis en place depuis une vingtaine d'années, parce que c'est vraiment tout récent comme groupement national, j'aimerais que ça se perpétue, que ça continue à grandir, mais surtout que ce qu'on a fait soit bien assis, bien ancré, que ces écoles qui existent continuent d'exister. Donc, les professeurs actuels doivent aussi penser à la transmission, à plus tard, et que cette discipline ne se perde pas dans les méandres de choses où elle se déracinerait. Parce que c'est vrai qu'on est très sollicité, il y a beaucoup de belles choses à faire. Donc les gens regardent à droite, regardent à gauche. Suivre une voie, c'est un peu difficile. Mais cette voie-là, elle est très complète, elle est très belle. Et j'aimerais qu'elle reste ce qu'elle a été
de la première transmission des premiers maîtres qui sont venus en Europe. C'est mon souhait. Maintenant, ça va sûrement évoluer parce que le monde évolue, les gens évoluent, ils ont d'autres aspirations. Mais si on pouvait garder une petite source de ça, toute cette partie dont je t'ai parlé, yoga, qigong, ces arts martiaux traditionnels anciens, j'aimerais vraiment qu'il en reste quelque chose dans le futur. Quand on était en Corée, il y a le centre mondial, en fait, il est dans un temple bouddhiste. C'est ça. Et donc, il y a vraiment aussi toute une culture qui va aussi autour, pour ceux, en fait, qui désirent accéder à cette culture, parce qu'elle n'est pas obligatoire. Non. Et c'est ça qui reste assez surprenant, parce qu'on parle d'art martial zen, parce que c'est bouddhiste. Ouais. Mais quelle est cette relation, en fait? Eh bien, en fait, même Bouddha lui-même, il disait que vous n'êtes obligé de rien. Donc, c'est pas une doctrine dure et pure. C'est vraiment une ouverture de soi sur le monde. Et c'est ce que le zen nous enseigne. C'est cette idée de mieux se connaître, mieux se centrer pour être ouvert sur le monde et sur les autres. Parce que dans la notion du zen, ce qu'on ignore, c'est qu'il y a la notion de partage. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Et ça ne peut se faire que si soi-même on est bien. À partir du moment où on sent que c'est difficile pour nous, qu'on a des soucis qu'on n'a pas réglés, qu'on a même les douleurs, les maladies à soigner, etc., c'est compliqué d'aller s'occuper de quelqu'un d'autre. Mais dans la notion du zen, ce soin intérieur que ça va t'amener, par le relâchement mental, par la bonne diffusion de l'énergie vers les organes, etc., ça va te permettre de t'ouvrir sur le monde. Et ça, c'est le message premier du zen bouddhiste coréen. Et donc, ils ne sont pas du tout fermés. Il y a des gens de toute obédience qui vont pratiquer chez eux. Donc, du coup, tu n'as pas besoin d'être bouddhiste pour faire du sambudo. Mais petit à petit, tu vas t'imprégner de cette philosophie. Voilà. Il ne faut pas le voir comme une doctrine religieuse, mais comme une philosophie qui va t'amener juste un centrage mental qui va t'aider pour que tu te sentes bien et que tu puisses te tourner vers le monde. En Asie, c'est assez facile en fait de parler de la religion parce que ils sont religieux juste par pensée ou parce que c'est par chamanisme et que c'est quelque chose qui est vraiment ancré en eux. Ah, puis ils grandissent avec ça. Ils grandissent avec ça. Autant nous, par exemple, en France, ça fait un moment en fait qu'on ne vit plus avec. Donc, il y a des gens qui le vivent, mais la majorité des gens ne le vivent pas. Et donc, est-ce que ça fait partie en fait de la formation au niveau sambudo, donc tu essayes d'amener ou de faire comprendre les gens ces genres de choses, ou tu essayes de le séparer pour ceux qui posent des questions? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on transmet l'histoire du bouddhisme zen. On transmet l'histoire, on la raconte, comme à l'école. Donc, ça a démarré en Corée au IIIe siècle. On parle des premiers moines zen, comment ils en sont arrivés là, les voyages en Chine, les allers-retours, les connexions avec le Japon plus tard. Et donc, c'est important quand on pratique un art de connaître son histoire, au moins la base, les noms des grands maîtres. Donc au départ, nous, c'est des grands maîtres zen. Et puis ensuite, il y a les arts martiaux qui sont arrivés, avec les guerres, avec les pays voisins, etc. Donc ces moines se sont engagés sur les champs de bataille. De là, ils ont déduit leurs pratiques, qu'ils ont enseignées ensuite à l'armée, puisqu'il faut savoir que les moines zen bouddhistes coréens étaient aussi les instructeurs des jeunes guerriers des armées coréennes au Moyen-Âge. Et donc, je leur transmets ça. Je dis, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez faire de la recherche, c'est à vous de la faire. Je vous donne les bases. Voilà, l'histoire de votre art, elle vient de là, et elle arrive jusqu'à nous aujourd'hui par ce biais-là. Après, c'est libre à chacun d'aller vers ce qu'il veut. Mais en tout cas, on se rend compte qu'une pratique empreinte, non pas de religion, mais de spiritualité, ça aide énormément. Parce que ça aide à faire de la recherche personnelle pour revenir à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire mieux se connaître, mieux se comprendre. Et ça t'aide dans ta pratique énormément. Ouais, mais c'est pas juste bouger les bras et les jambes. Exactement, ça va bien plus loin. C'est pour ça qu'on veut pratiquer le plus longtemps possible aussi. C'est ça, parce qu'on est toujours en quête, en recherche, par rapport à soi, par rapport au mouvement, qu'est-ce qu'il m'amène, qu'est-ce que ce mouvement il va pouvoir développer en moi, au-delà de son aspect martial, d'où il vient. Et là, on est dans l'aspect historique du mouvement, dans l'aspect historique de la discipline. Et tout ça, c'est hyper intéressant. Ce que je veux, moi, c'est juste éveiller leur curiosité, leur donner l'appétit d'aller chercher. Oui, voilà, tu leur donnes une clé, après c'est à eux de l'utiliser. C'est ça, exactement, pas plus. Et toute la formation d'instructeur, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire, on ouvre les portes, on dit, voilà, là, à cette porte, il y a ça. Donc, moi, je vous donne les bases. On fait ça en physio, on fait ça en anat, on fait ça aussi avec la médecine traditionnelle chinoise. On a tout un week-end là-dessus où on ouvre une porte, mais on ne va pas former des gens à la médecine traditionnelle chinoise. Comme notre énergie, elle circule de cette façon-là,
On leur donne les billes en leur expliquant, tes méridiens, ça marche comme ça, tes chakras, ça marche comme ça. Si tu vas approfondir, mets-toi en recherche et à travers ta pratique, tu vas pouvoir développer ça. D'accord. Quel est ton conseil à tous les pratiquants? Trouvez la discipline et l'enseignant qui vous correspond. Il faut que vous vous sentiez bien dans l'école où vous rentrez. Donc n'hésitez pas à faire des cours d'essai, prenez du temps. Il faut qu'il y ait cette sensation d'arriver à la maison quand vous rentrez sur le tapis. Et c'est d'ailleurs la traduction du mot dojang en coréen, c'est vraiment rentrer à la maison. Donc c'est juste, ça commence par là. Il faut se sentir bien dans le cours, il faut se sentir bien avec la personne avec qui on partage, avec les partenaires d'entraînement. Et à partir de là, tout est possible, tout est ouvert. On va y venir donc avec plaisir. Et tant qu'il y aura la notion de plaisir, ça ne s'arrêtera jamais. Ouais. Tellement vrai. Prenez du plaisir. C'est si vous n'avez pas le sourire, mais posez-vous la question pourquoi vous venez, quoi. Voilà, tout simplement. Si vous voulez retrouver Frédéric et le Son Mudo, en savoir un petit peu plus, vous avez tous les liens dans la description. Et après, vous avez plein d'autres interviews à découvrir. Merci beaucoup, à très bientôt et pratiquez avec plaisir et sourire.